Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News, nouveau numéro de Défense, le magazine qui vous ouvre les portes du monde stratégique et militaire. Au programme cette semaine, focus sur les récents développements du conflit syrien, alors que les négociations de paix n'ont donné aucun résultat concret. On se penche également sur ce qui représente certainement le plus grand défi des JO de Sotchi. Et vous l'aurez deviné, il n'est pas d'ordre sportif, mais sécuritaire. Voilà donc pour le programme. Et tout de suite, le tour du monde de l'actu défense, c'est en 1 minute. La Libye a annoncé avoir détruit la totalité de son stock d'armes chimiques hérité du régime de Mouammar Kadhafi. Le pays avait rejoint il y a une dizaine d'années le traité international interdisant les armes chimiques et adhéré à l'OIAC. La Libye possédait 13 tonnes de gaz moutarde en 2004, mais le régime avait assuré avoir détruit les munitions permettant son utilisation. Selon un responsable américain, le stock détruit comprenait 517 obus de mortier, 8 bombes de 250 kg et 45 flux, tous remplis de gaz moutarde. Viktor Yanukovych, le président ukrainien, remplaçait le chef du contre-espionnage national et des responsables de la sécurité de l'administration. Aucune raison n'a été fournie dans les médias. Ces décisions annoncées par décret, en cause vraisemblablement les récentes violences qui avaient entraîné la mort de plusieurs manifestants sur la place Maïdan au cœur de Kiev et les soulèvements populaires dans les grandes villes du pays. Et puis en Allemagne, 400 leaders politiques et militaires, mais également du secteur privé, notamment de la défense, se sont donné rendez-vous à la conférence sur la sécurité à Munich. Au menu des discussions, le programme nucléaire iranien, les négociations israélo-palestiniennes, les combats en Syrie qui durent depuis 3 ans et la globalisation du terrorisme. Des barils bourrés de TNT et de morceaux de métal, c'est la nouvelle arme utilisée à grande échelle par les troupes de Bachar al-Assad en Syrie. Une arme rudimentaire mais aveuglément meurtrière. Elle est qualifiée de barbare par John Kerry. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais tout de suite retour sur les derniers événements en images. La situation en Syrie inquiète de plus en plus Washington. Même John Kerry estime que la gestion de la crise par son administration était un échec. Certains vont même plus loin et considèrent que la politique de l'administration Obama est un échec total. Ce manque de leadership a créé une aversion grandissante au risque au sein de nos agences de renseignement. Entre-temps, Al-Qaïda se transforme et se propage au Yémen, en Syrie, au Proche-Orient et en Afrique. Ici, à Washington, nous n'avons fait qu'amasser la paperasse dans nos agences de renseignement. Même la destruction d'armes chimiques, considérée comme un succès diplomatique par la communauté internationale, fait l'objet de critiques. Le directeur du renseignement national, James Clapper, estime que cette action a pu renforcer le régime du président Bachar el-Assad. Selon nos estimations, il se trouve dans une position renforcée par rapport à l'année dernière, en acceptant de se séparer de ses armes chimiques, aussi long que soit ce processus. S'il ne quitte pas le pouvoir dans le cadre d'un accord diplomatique suite à la conférence de Genève, je ne prévois pas de changement. Une sorte d'impasse perpétuelle où ni le régime ni l'opposition n'auraient le dessus. Et pendant que le débat à Washington se poursuit, le sang continue de couler dans une Syrie déchirée et divisée. Le secrétaire d'État John Kerry a qualifié les récents bombardements dans la ville d'Alep de dernier acte barbare en date du régime syrien. Plus de 150 personnes ont perdu la vie ces derniers jours au cours d'attaques aériennes sur la région. Avec des discussions bloquées à Genève et une vive critique sur son territoire, l'Amérique a de plus en plus de difficultés à réconcilier la Syrie. Et on continue de parler de ce conflit syrien avec l'analyste spécialiste du Moyen-Orient pour le quotidien Israël Hayom, Dr Reuven Barko. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors ces barils d'explosifs qui sont largués aveuglement sur la population syrienne, ils sont notamment utilisés parce que ça coûte moins cher que des bombardements conventionnels. Est-ce que ça ne traduit pas des difficultés d'ordre logistique du côté de l'armée syrienne ? C'est possible. Il faut se souvenir que l'armée syrienne a encaissé, a connu de nombreux dégâts pendant la rébellion. Mais la principale raison de l'utilisation de ces barils d'explosifs, c'est que l'effet psychologique de ces barils, leur disponibilité et les dégâts qu'ils peuvent causer sur la population civile
font de ces barils une arme beaucoup plus redoutable que les armes conventionnelles, qui sont effectivement plus coûteuses et moins enclines aux critiques internationales. Mais ces barils sont des bombes en tout point de vue, et leur dégât est inimaginable. Alors, vous venez d'évoquer ces réactions de la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a une focalisation sur les armes chimiques. Et quand on voit l'intensité de ces violences, ça paraît tout de même incongru. Et finalement, le résultat, c'est qu'on a hissé Bachar al-Assad en tant qu'interlocuteur viable et de premier plan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est l'un des grands échecs de l'Occident et de Barack Obama. En acceptant de ne pas franchir cette ligne rouge qu'Obama s'était fixée et qu'il n'a pas respectée. Mais l'accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique que les Syriens ne respectent pas d'ailleurs ont transformé bien les crimes d'Assad. Ils les ont transformés en actes légitimes. On a donné à Assad une licence pour tuer. Parce que d'un point de vue international, tout ce qui n'est pas arme chimique, eh bien, est autorisé. Et je veux dire aussi qu'à partir des informations qui parviennent à Israël, eh bien, Assad continue à faire usage de son arsenal chimique. Et tous ces arsenaux chimiques n'ont pas été démantelés, seule une partie infime. Et certaines informations témoignent du fait que son arsenal chimique est caché, dissimulé dans les régions alaouites et dans les régions montagneuses de la Syrie. Très rapidement, pourquoi l'intensification de ces bombardements autour de des négociations de Genève? Quelle est la stratégie de Bachar al-Assad? La stratégie d'Assad est d'affaiblir l'opposition. Précisément dans ce timing-là, car l'opposition est pour la plupart composée de groupuscules islamistes qui ne sont incapables de former un ordre du jour commun avec l'ensemble des groupes d'opposition. Et cette opposition est divisée, est hétérogène. Et c'est pour ça qu'il intensifie ses bombardements et c'est comme ça qu'il veut affaiblir son opposition. Merci beaucoup, Dr Reuven Barco, pour cette interview. On s'intéresse à présent à une collaboration inédite entre Américains et Français. Ça se passe dans le golfe d'Oman, au large des côtes iraniennes. Depuis 5 semaines, les porte-avions Harry Truman et Charles de Gaulle échangent des renseignements, des moyens techniques et même des pilotes. L'objectif, c'est de mieux se connaître, bien sûr, mais aussi d'être plus réactifs dans cette zone particulièrement stratégique et instable. Reportage. Ce F-18 de l'armée américaine décolle pour l'Afghanistan. Nous sommes dans le golfe d'Oman, au large des côtes iraniennes. Le porte-avions américain Harry Truman est ici depuis 4 mois. Un géant de 300 mètres de long, aussi haut qu'un immeuble de 24 étages, sans cesse en mouvement pour servir les 80 avions à son bord. On se déplace car on doit gérer l'environnement et surtout le vent. Le vent est important pour nous pour faire décoller et atterrir les avions à aile fixe que vous voyez dehors, des F-18. Depuis 5 semaines, un autre paramètre est pris en compte par la marine américaine, le porte-avions français Charles de Gaulle. À quelques 1000 marins d'écart, les deux armées coopèrent ici à un niveau inédit. Pour la première fois, elles échangent renseignements, moyens techniques, mais aussi avions et pilotes. C'est un peu la marine référente pour la marine française. Et donc, travailler avec la marine américaine, avec des porte-avions américains, c'est la certitude de se hisser à un niveau d'excellence qui est très intéressant pour nous. La plupart des pilotes français sont formés aux États-Unis. La barrière de la langue n'est donc pas un problème pour eux. Les Américains semblent aussi emballés par l'expérience. Ashley est en programme d'échange avec la marine française depuis 2 ans et demi.
Il y a plein de petites choses au départ. Comme toujours, quand on découvre un nouvel endroit, on trouve que c'est très différent. Mais plus le temps passe, plus on réalise qu'on travaille au même but. On travaille tous à la même mission. Assurer notre sécurité, conduire la mission et remplir ses objectifs. Les Français ont peut-être plus à apprendre des Américains que l'inverse, en termes strictement militaires. Mais les baguettes fraîches, du boulanger, du Charles de Gaulle, sont essentielles au moral de toutes les troupes. Le coup d'envoi des Jeux d'hiver de Sotchi a donc été donné ce vendredi. Et si tous les regards sont tournés vers les prouesses des athlètes, on s'intéresse dans Défense à la mission des forces spéciales dans le cadre de cette compétition. Car assurer la sécurité d'un événement d'une telle ampleur relève aussi de l'exploit. Mathias Inbar. Pas de place au doute, le président du comité olympique n'avait pas d'autre choix que de rappeler les enjeux sécuritaires et surtout les menaces qui pèsent sur les Jeux d'hiver de Sotchi. Nous avons besoin de confirmer ces messages parce que l'alternative serait de se soumettre aux terroristes et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. Nous sommes contraints de faire en sorte que ces Jeux soient les plus sûrs possibles. Bach en a profité pour préciser qu'il avait une totale confiance dans les autorités russes. De son côté, Barack Obama n'assistera pas aux cérémonies, pas plus qu'aux compétitions, mais lui aussi a tenu à rappeler les défis sécuritaires autour de ces Jeux. Les autorités russes ont compris les menaces qui planent sur les Jeux et la manière de les traiter. Mais il y a toujours des risques qui demeurent et je ne voudrais pas complètement les minimiser. Comme vous avez pu le voir ici, aux États-Unis, des risques planaient sur le marathon de Boston et des personnes ont réussi à commettre leurs méfaits. Et preuve que les menaces sont prises au sérieux, le gouvernement américain a alerté les compagnies aériennes affrétant des vols pour la Russie. Des terroristes pourraient dissimuler des bombes à l'intérieur de tubes de dentifrice. Et pour parler des défis sécuritaires de ces JO de Sotchi, j'accueille sur ce plateau le directeur marketing du département de la sécurité intérieure du groupe Tamar, Guy Zouri. Bonsoir. Hello. Alors, quelle est la première chose à prendre en compte quand on prépare la sécurité d'un événement d'une telle ampleur ? Lorsque l'on s'apprête à rencontrer un tel événement, la première chose à faire, c'est d'évaluer le niveau des menaces et des dangers qui pèsent sur le lieu. Après cette analyse, nous construisons le panier de sécurisation, le panier sécuritaire de mesures que nous prenons pour sécuriser cet événement, comme les Jeux Olympiques à Sotchi. Alors vous avez parlé de niveau de terrorisme. Les Américains ont mis en garde, on l'a vu dans ce reportage, contre des explosifs cachés dans des tubes de dentifrice. Jusqu'où elle peut aller l'imagination des terroristes ? L'imagination n'a pas de limite, nous le savons. Les sociétés développent elles-mêmes des inventions que nous n'imaginions pas. Et puis, certains groupuscules aussi terroristes ont le temps de préparer leurs actes. À notre grand regret, nous savons que la créativité et l'inventivité n'est pas le seul fait de l'axe du bien, mais l'axe du mal également. Nos défis sont nombreux. Ce sont des défis auxquels nous pouvons faire face grâce à l'édification et l'utilisation de nouvelles technologies, mais essentiellement en formant, comme il se doit, les services de sécurité, comme par exemple ce que vous venez d'évoquer. Faire prendre conscience à ces services de sécurité que de telles choses, de tels actes peuvent survenir et de les aider à trouver la parade. Alors se préparer à tout scénario, ces JO de Sotchi seront également ceux de l'espionnage. Les autorités russes se sont accordées le droit de tout voir, de tout écouter, de tout archiver. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Dans de tels événements, compte tenu de leur complexité et compte tenu du niveau de menace qui pèse sur cet événement, c'est un événement qui va accueillir des milliers de sportifs, des centaines de milliers de supporters,
de personnes qui vont venir voir ces Jeux Olympiques. Donc évidemment, ce niveau de sécurisation est exigé. La planification et la préparation nous y contraignent, mais également la direction des opérations sur le terrain est très importante. Il faut aussi savoir que la sécurisation n'est pas seulement pour contrer le terrorisme, mais pour préserver également l'ordre public. Par exemple, un incident peut semer la panique dans un stade et causer de nombreux dégâts. Merci beaucoup Guy Zouri pour cette interview. Merci beaucoup. Et que Alors, nos Jeux c'est Olympiques... donc le coup d'envoi des JO de Sochi. Vous pouvez le suivre en direct sur notre antenne i24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. À la semaine prochaine.